97% des phénomènes des fausses conditions naturelles, et ça n'existe absolument pas une critique sérieuse, scientifique, voire médicale. We want to stand on our own feet and look fair and square at the world. Il y a une chose que les gens ignorent, c'est que le brevetage logiciel est illégal en France. Non, mais c'est vrai. Mais absolument. Mais comment c'est donc possible Et il y a une chose que les gens ignorent encore plus, c'est que le brevetage logiciel est interdit en Europe. Bon sang. En Europe. Or, des gens ne se sont pas privés de breveter des codecs, donc on va dire des logiciels qui permettent la lecture d'un certain nombre de formats vidéo. Et donc des entreprises ont créé comme ça un certain nombre de formats qu'elles ont brevetés. C'est le cas par exemple de Microsoft avec les formats WMV pour les vidéos, WMA pour l'audio, ce type de format-là, ou même MP3 qui a été breveté aussi. Voilà. Mais ces brevets ne s'appliquent pas en France. Et en fait, VLC, qui est donc un logiciel français, s'appuie sur cette législation pour intégrer dans son logiciel tous ces logiciels, tous ces codecs qui permettent la lecture de ces différents formats. Et c'est la raison pour laquelle VLC peut lire tous les formats. Alors ils ont fait l'objet d'un certain nombre de menaces de procès, ils ont fait même l'objet d'un certain nombre de procès, c'est passé complètement inaperçu. Le procès est venu d'où ? Des éditeurs justement qui avaient breveté leur codec utilisé par VLC et des procès qu'ils ont tous gagnés ou des menaces qu'ils ont ignorées ou refusé de prendre en compte. Et ils ont gagné tous ces combats-là en fait. Mais ils sont nombreux en VLC ? Et non, ils sont très peu nombreux. Et c'est aussi, c'est la deuxième chose intéressante, c'est que VLC est développé par une association qui s'appelle Vidéolan et qui est une association donc à but non lucratif, loi de 1901, comme la plupart des associations françaises. Donc il n'y a pas d'employés de Vidéolan, il n'y a pas de business model autour de VLC, il n'y a pas de salariés de Vidéolan. C'est entièrement développé par une association, avec un succès monstrueux. Et c'est, à ma connaissance, le plus grand succès du libre français, bien que la plupart des gens, encore une fois, ignorent que ce soit français. Putain, mais c'est... Et ça veut dire, par exemple, moi, si je me sers de Vidéolan, je me sers de VLC, je paye rien. Comment ils survivent, ces gens, alors, s'ils se font menacer en termes de procès et tout? Je peux faire des dons? Alors, oui, je peux soutenir? Oui, on peut faire des dons, mais ils font jamais d'appel aux dons. Parce qu'en fait, le fait qu'ils aient une structure très légère, puisque c'est une structure associative et qu'ils ne sont pas très nombreux, alors il y a des gens qui contribuent en dehors de Vidéolan, hein, c'est le principe du logiciel libre, avec une communauté de développeurs autour qui participent. Mais le fait que cette structure soit très légère fait que les coûts sont très peu élevés. La majorité des coûts, en fait, sont des coûts de serveurs pour héberger donc les différentes versions de VLC, puisqu'il y a des versions de VLC pour Windows, il y en a pour Mac, il y en a pour Linux, il y en a pour Android. Bon, pour héberger toutes ces versions de VLC et qu'elles soient téléchargeables dans de bonnes conditions. Or, les dons spontanés des gens suffisent largement à payer cette infrastructure-là. Et donc VLC ne lance jamais d'appel aux dons. Alors, ça, c'est pour la partie infrastructure, on va dire, c'est réglé. Mais comment font ces gens pour vivre? Il y en a qui passent du temps quand même sur VLC. Et bien, ils ont créé à côté une structure qui, elle, est une entreprise qui s'appelle Videolabs. Et en fait, ils utilisent les compétences qu'ils ont développées dans le cadre du développement de VLC pour les vendre à différents clients qui souhaitent avoir de la lecture de vidéos dans leur propre solution. C'est le cas de certaines box, par exemple. Les box Internet qu'on a à la maison permettent de lire les vidéos sur le réseau. Voilà. Et Videolabs a développé certains de ces systèmes. Voilà, donc les adhérents de Videolabs, le bureau de Vidéolan, le président, le secrétaire et tout ça, sont employés de Videolabs, développent dans ce cadre-là un certain nombre de solutions pour lesquelles ils sont payés, ce qui leur permet, sur leur temps libre, de travailler sur le développement de VLC et de proposer de nouvelles versions assez régulièrement. Et ce qui est aussi notable, c'est que depuis que VLC existe, les évolutions, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les évolutions du logiciel sont de petites évolutions. On est resté sur une interface très minimaliste. Et pourtant, c'est un outil qui permet de faire des choses très très complexes,
Ça permet de faire de la conversion, ça permet de faire du streaming, ça permet de faire tout un tas de choses. Mais sur l'écran de base, le nombre de boutons est resté minimaliste, avec des fonctionnalités qui sont toujours les mêmes depuis des années. Tu double-cliques sur l'écran, tu es en plein écran, enfin voilà. Ils ont su développer quelque chose qui est à la fois très puissant et très simple. Donc c'est vraiment, vraiment un exemple à tous les niveaux, ce VLC. Et les procès, donc, ils les gagnent. Alors ils les gagnent, oui, en s'appuyant sur cette loi. Alors la plupart des gens se couchent quand ils sont contactés pour une soi-disant violation d'un brevet autour d'un logiciel en France. Parce que la plupart des gens ignorent ça. Et d'où l'importance de le dire aujourd'hui. Ils se couchent, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas le logiciel parce qu'il est breveté, alors qu'ils sont tout à fait en droit, à partir du moment où ils dépendent de la législation française, de l'utiliser. Et d'ailleurs, je vous encourage à aller sur le site de Vidéolan, voir justement, ils ont un onglet légal où ils expliquent tout ça, et ils expliquent que le brevetage logiciel est illégal en France et en Europe, et que donc ils utilisent les codecs et qu'ils ne dépendent pas de la loi. Alors, s'ils le précisent, c'est pas pour rien. Ils précisent qu'ils ne dépendent pas de la loi américaine. C'est parce qu'ils ont fait l'objet d'un nombre de menaces et de contacts qui est hallucinant. Et ils sont quoi? Ils sont 10. Alors, je sais pas, ils doivent être une dizaine, ouais, peut-être un peu moins même. Mais c'est des héros modernes. Alors, ce sont d'autant plus des héros qu'ils ont fait un truc extraordinaire. Très souvent, quand tu installes un logiciel gratuit sur Internet, je sais pas si tu as remarqué, mais à l'installation, on te propose l'installation d'un antivirus, ou l'installation de Chrome. Ou Essayer de te refourguer quelque chose. Voilà. Quand tu installes VLC, tu installes VLC. Point. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas d'installation de logiciel annexe. Et pourtant, ils ont eu une proposition. Enfin, ils en ont eu plusieurs, mais notamment une. Alors, je ne connais pas le chiffre exact, mais je sais que c'est en centaines de milliers, voire en millions d'euros, une proposition d'installer Chrome à l'installation de VLC. Et la réaction de VLC, ça a été, de Vidéolan, ça a été de dire, les gens qui viennent chez nous viennent télécharger un lecteur vidéo, pas un navigateur. S'ils veulent télécharger un navigateur, ils vont sur un site de téléchargement de navigateur et ils le téléchargent. C'est pas, voilà, nous on fait un lecteur vidéo et point. Voilà. Et Ils donc ont résisté au sesterces mais sonnant c'est et ça. trébuchant. Alors qu'il il pourrait être riche. Il pourrait être riche, vraiment. Et il pourrait ne plus jamais se poser la question du paiement de leur serveur. Mais voilà. Et alors, ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'ils sont pas. Alors, c'est très peu connu parce qu'ils sont pas dans la lutte. Enfin, ils ne publient pas cette lutte-là. Il n'y a pas de bouquin, ils racontent pas. Non. Alors, quand ils sont interviewés, ils le disent, ils le cachent pas non plus, mais ils font ça modestement. Et moi, je trouve ça exemplaire. C'est un des rares cas qu'on ait où radicalité et efficacité vont de pair dans un univers où on a plutôt tendance à mettre en avant la modération comme gage d'efficacité. Voilà, faut être modéré, faut être bienveillant, faut être. Là, on a un exemple de gens qui sont tranquillement radicaux et d'une efficacité inégalée. Il n'y a pas d'autres lecteurs de médias, vidéo, son, aussi puissants et aussi, large en termes de palette que VLC. Fascinant. Faites-le savoir, Ben oui. mon ami Mais Richard. je suis quand même circonspect qu'on raconte pas cette histoire. Comment ça se fait qu'on s'empare pas de ça? Comme contre-exemple, vu que tu disais que... D'ailleurs, tiens, c'est l'occasion d'en parler. Tu parles de la différence. Tu disais que open source, c'est un peu la version libéralisée sur le plan économique de ce qu'est le logiciel libre. C'est-à-dire quand on entend open source, tu vois, ça fait sympa, c'est un mot, on est content, on se dit, c'est gamme, ça. Open source, c'est tout à fait très envie, quoi. Et toi, tu dis que c'est une arnaque. Non, c'est pas que c'est forcément une arnaque, mais c'est exactement ça. C'est l'aspect modéré. On gomme le côté libre qui fait peur, presque. Je veux dire, comme si la liberté s'opposait à l'économie. C'est quand même significatif. C'est-à-dire qu'en fait... Alors, faut aussi avoir à l'esprit que le logiciel libre, à l'origine, c'est Richard Stallman, qui est américain, que le logiciel libre, en anglais... États-unien. Que le logiciel libre, en anglais, ça se dit free software.
que free en anglais, ça veut aussi bien dire libre que gratuit, Gratuit, ouais. et que donc ils ont eu aussi ce problème-là à gérer, c'est-à-dire que quand ils parlaient de free software, les gens pensaient logiciel gratuit, et du coup obtenir des financements pour un logiciel gratuit, c'était quelque chose de compliqué. Voilà. Donc il y a aussi ça, il y a le fait que, alors nous en France, on a logiciel libre et logiciel gratuit qui sont deux mots, voilà, très, donc c'est un petit peu moins prégnant ce problème-là en France. Donc peut-être que si Richard Stallman était français, le terme open source aurait jamais vu le jour. Mais en tout cas, aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est que donc vraiment, il y a eu Richard Stallman qui est resté sur la notion de logiciel libre, parce que pour lui, il y avait cette notion de liberté qui était vraiment importante. Et puis à côté, on a eu un mouvement open source dont s'emparent aujourd'hui des éditeurs qui sont des éditeurs privateurs de liberté. Microsoft est le partenaire principal du Paris Open Source Summit, la plus grande rencontre autour de l'open source à Paris. On trouve très souvent de grands éditeurs qui sponsorisent comme ça massivement des événements open source. Ils ont un tout petit peu plus de mal avec le logiciel libre. Par contre, sur l'open source, ça pose pas de Quand tu as problème. des personnages politiques qui s'emparent du mot open source, ils ont encore une marche à franchir. Ils n'ont pas encore compris tout. Alors, c'est difficile à faire comprendre parce que c'est vraiment une différence, c'est vraiment un positionnement politique et philosophique. Tous les logiciels open source sont des logiciels libres et tous les logiciels libres sont des logiciels open source. VLC, il est libre et open source. Voilà. Et donc, la différence n'est pas technique. On ne peut pas dire, enfin, on n'a pas d'exemple de logiciel où on peut dire celui-ci c'est un logiciel libre, mais il n'est pas open source. Et l'inverse est vrai aussi. Donc c'est vraiment une question de sémantique, de mots qu'on utilise. C'est important de conserver cette notion de logiciel libre et de l'utiliser quand on est dans une démarche dont l'objectif est plus de liberté. Voilà. Quand on est dans une démarche qui est une démarche de recherche de profit, par exemple, sans préjuger de l'intérêt moral de rechercher le profit, enfin, je veux dire, c'est pas la question, mais dans ce cas-là, on peut parler d'open source sans problème, mais c'est ce qui se produit en fait. Hein. Le terme open source est plus souvent utilisé que le terme logiciel libre aujourd'hui. Normal, c'est celui qui est utilisé par les gens qui ont des moyens marketing, des moyens de communication, des moyens... Voilà. Mais t'as pas d'autres exemples? Toi qui es informaticien, il n'y a pas d'autres exemples de... Si. Je sais pas, il n'y a pas d'autres projets qui, dans l'ombre, comme ça, arrivent à nourrir une radicalité Très peu. libertaire, on va dire, mariée à... Très peu. Très peu. Wikipédia, par exemple, Wikipédia. qui est un très beau projet libre d'encyclopédie, qui est aussi un succès évidemment mondial dans toutes les langues. Tu le ranges pas là-dedans. Que tout le monde connaît. En tout cas, ils n'ont pas cette... encore une fois, c'est un très beau projet qu'il faut soutenir, évidemment. Mais c'est devenu un truc énorme, avec des appels aux dons quasiment systématiques quand on se connecte sur Wikipédia, et avec récemment un don d'1 million de dollars de Google qu'ils ont accepté. Voilà. Donc on peut se poser la question, est-ce que Wikipédia ne survivrait pas sans ce million de dollars? Et à ce moment-là, l'heure est grave. Ou il pourrait survivre sans ce million de dollars, et dans ce cas-là, pourquoi l'accepter? Donc c'est un petit peu... Non, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'exemples. Et toute la clique de Framasoft? Alors Framasoft, ils ont une démarche qui est éminemment respectable. Ouais. Après, c'est un... On rappelle, enfin, Framasoft, c'est quoi? C'est un ensemble de services qui sont proposés pour, je crois, dégoogliser Internet, pour essayer de se passer C'est ça. des outils propriétaires. Et donc, ils proposent tout un tas de trucs. On va sur leur site et puis il y a Framadrive, Framadate, on peut remplacer quasiment tous les outils dont on se sert par des outils libres comme ça. Absolument. Et parmi les plus récents, il y a Peertube, qui est le Peertube. remplaçant de YouTube, dont je vous entretiendrai une autre fois, parce qu'il y a des choses à dire. Mais, Mystère, mais voilà, revenez. donc c'est effectivement une boîte à outils, un ensemble de logiciels qui permettent de faire à peu près la même chose que ce que permet de faire Google avec ses Google Docs ou Microsoft avec Office. Voilà. Donc démarche très intéressante également, mais moi je parlais de projets qui avaient un succès international, ce qui est le cas de VLC.
Les Français ne savent pas que VLC est français, les Américains ne le savent pas non plus. Et c'est pas un problème. Sur Framasoft, majoritairement, les gens qui souscrivent sont francophones. Même si, on l'a vu sur le lancement de PeerTube, au départ, on était beaucoup de Français, principalement des Français. Puis après, les gens y sont venus parce que Framasoft fait l'effort de développer, de documenter tout ça en anglais. Mais le succès n'est pas comparable avec celui de VLC pour l'instant. J'espère qu'il le sera, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, je prenais des exemples comme ça de logiciels qui vraiment... comment dire, Framacalc, c'est super, tu vois. Il faut l'utiliser, évidemment. Mais il y a beaucoup moins de gens qui utilisent Framacalc que de gens qui utilisent des versions d'Excel en ligne ou Microsoft, je sais pas quoi, Alors Cloud, VLC, ils ont voilà. trusté le truc, quoi. Alors que VLC, il n'y a pas un logiciel propriétaire qui est comparable en termes de succès. C'est vraiment le plus grand, le logiciel le plus utilisé au monde, probablement pour lire des vidéos. Alors, eux sont très modestes et ils expliquent qu'en fait, VLC, c'est surtout une interface graphique, en fait, et qui disent que tout le mérite revient à FFmpeg, qui est pas aussi connu que VLC, mais qui est le moteur de la plupart des choses qui se passent quand on clique sur un bouton dans VLC. Et donc, ils ont cette modestie-là aussi. Quand on leur dit « mais c'est génial ce que vous faites », ils disent « ah non, mais nous, on fait rien, c'est FFmpeg qui fait tout, nous... » Voilà. Alors qu'en réalité, personne ne connaît FFmpeg, mais j'en profite pour les citer quand même, parce que c'est important, et qu'eux aussi font un énorme travail, utilisé y compris par des logiciels propriétaires, pour tout ce qui est conversion, lecture de vidéos, streaming... Voilà. C'est une belle comptine pour enfants que tu viens de nous raconter là. Eh bien, écoute, oui, et j'y tenais parce que le succès de VLC est à la hauteur du mystère qu'il constitue pour les gens. En fait, personne ne sait ce qu'est VLC vraiment. Et il y a une question que tu ne m'as pas posée, et que tout le monde se pose. Pourquoi cette coupe de cheveux, Nico? Presque. Pourquoi un cône orange? Pourquoi un cône orange? Pourquoi un cône orange, Nicolas? Pourquoi? Quel rapport avec la lecture de vidéos? Pourquoi un cône orange? Alors, parce que le cône orange, une espèce de forme ityphalique qui nous dirige vers le ciel. Absolument. C'est une question de connexion du cosmos. En fait, c'est vraiment l'exemple. C'est un cône? Non, pas du tout. Alors en fait, non. Les choses sont très simples. Ce sont des étudiants qui sont à l'origine de VLC. Au départ, c'était un projet d'une promotion, donc d'une classe. Voilà. Et puis, ils étaient jeunes et ils avaient tendance à faire la fête. Et ils avaient tendance à piquer des cônes de chantier. Piquer des cônes de chantier, à se les mettre sur la tête. Voler le bien public. Pour aller dans les soirées. Ça commence pas très bien. Et comme cette promo-là avait donc cette habitude de se mettre des cônes de chantier sur la tête, le jour où il leur a fallu choisir une icône, justement, pour leur logiciel, eh ben, c'est tout naturellement qu'ils ont choisi le cône de chantier. Et quand ils ont voulu en changer plus tard, enfin quand ils se sont posé la question, tout le monde leur a dit surtout pas. Ça fait partie de l'originalité. Comme quoi, l'alcoolémie estudiantine nous mène parfois sur des chemins insoupçonnés. Absolument. Merci à vous. Merci à toi Richard. pour cette formidable histoire. Yes. Et puis, merci Père Castor. À bientôt. Au revoir. Ah. Mais Nico, ton histoire là, ça m'a ému, mais d'une force. C'était trop beau, mec, c'était plus beau que tout. Tu t'en refais d'autres, hein, comme ça. Oh là là, mec. Ah, ça m'a arraché les larmes, tu sais. Quoi, pourquoi tu rigoles? C'est beau d'être ému, non? Pardon.